Aujourd'hui, notre aventure commence par un avertissement. Les premières minutes de notre récit sont difficiles, presque insoutenables. Mais elles sont nécessaires pour comprendre la révolution qui va suivre. Nous sommes à Paris, le 2 mars 1757. Une foule immense s'entasse sur la place de Grève. Tous les regards convergent vers un homme, Robert-François Damien, condamné pour avoir tenté d'assassiner le roi Louis XV. Son châtiment doit être exemplaire. Le programme est écrit comme un scénario, froid, terrifiant. On lui brûle la main qui a tenu le couteau. On lui arrache la chair des bras et de la poitrine avec des tenailles rougies au feu. On verse du plomb fondu et de l'huile bouillante dans ses plaies. Enfin, on attelle 4 chevaux à ses membres pour l'écarteler. Le supplice dure des heures dans une horreur absolue devant des milliers de spectateurs fascinés, terrifiés. C'est ainsi que commence l'un des livres les plus importants du XXe siècle. Surveiller et punir, de Michel Foucault. Faisons maintenant un bond dans le temps. Moins d'un siècle plus tard, en 1838, toujours à Paris. On lit le règlement d'une maison de jeunes détenus. Article 17. La journée des détenus commencera à 6 heures du matin, en hiver. Le travail dure 9 heures par jour. Article 18. La nourriture. 250 grammes de pain de munitions. Article 20. L'emploi du temps est réglé de telle sorte que la prière, le travail, le repas et les leçons se succèdent sans interruption. Plus de sang, plus de cris, plus de spectacle, seulement le silence, la répétition, l'ordre bureaucratique. Comment, en une seule vie d'homme, la punition a-t-elle pu changer de visage à ce point? La réponse habituelle est simple, le progrès. Nous serions devenus plus humains. Mais pour notre guide du jour, Michel Foucault, cette réponse est une illusion. Dans Surveiller et punir, il nous montre que ce basculement n'est pas un adoucissement, mais l'invention d'une nouvelle technologie du pouvoir, plus efficace, plus discrète, plus insidieuse. Le supplice n'était pas seulement une punition, c'était un spectacle politique. Le crime n'était pas une simple infraction, mais une attente directe au corps du roi, à sa souveraineté. Le supplice, lui, devenait la réponse éclatante du souverain. La mise en scène de la douleur réaffirmait sa puissance absolue. Le peuple était invité à voir, à craindre, à intérioriser ce pouvoir. Mais c'était aussi un pouvoir risqué. Parfois, la foule prenait pitié du condamné et se retournait contre le bourreau. Le théâtre de la terreur pouvait se retourner contre ses propres acteurs. À la fin du XVIIIe siècle, ce système s'essouffle. La société qui émerge, industrielle, bourgeoise et rationnelle, a besoin d'un autre type de pouvoir, moins chaotique, plus constant. C'est la naissance de la prison et de la discipline. L'objectif change. On ne cherche plus à marquer les corps dans la douleur, mais à dresser les âmes, à fabriquer des individus dociles et utiles. Pour cela, on invente tout un ensemble de techniques. Le quadrillage de l'espace. Chaque prisonnier a sa cellule, chaque élève son pupitre, chaque soldat son rang. Le contrôle du temps. Chaque heure est organisée, chaque minute comptée. L'examen. Dans l'école, l'armée, l'hôpital, on observe, on note, on classe, sans relâche. Le pouvoir n'est plus un grand spectacle intermittent, il devient un mécanisme silencieux, continu, infiltré dans les gestes les plus quotidiens. Et c'est là toute l'ambiguïté. Ce pouvoir contraint, mais il produit aussi. Il façonne des corps obéissants et performants. C'est ce qui le rend presque impossible à refuser. Foucault trouve le symbole parfait de cette nouvelle ère dans un projet architectural de Jeremy Bentham, le panoptique. Imaginez une prison circulaire. Au centre, une tour, d'où un gardien peut voir toutes les cellules, sans être vu. Les prisonniers ne savent jamais s'ils sont surveillés. La seule solution est de se comporter comme s'ils l'étaient en permanence. Le résultat est vertigineux. Le pouvoir n'a plus besoin de forcer. Il agit de l'intérieur. Le détenu devient son propre surveillant.
Le panoptique n'est pas seulement une prison, c'est la métaphore de notre société disciplinaire. L'école, l'usine, l'hôpital, le bureau, tous ces lieux fonctionnent sur ce modèle d'une surveillance qui produit l'autodiscipline. Et aujourd'hui, à l'ère des caméras de surveillance, des réseaux sociaux où nous exposons nos vies en permanence, des algorithmes qui analysent nos moindres clics, la question de Foucault résonne avec une force terrifiante. Sommes-nous tous devenus des prisonniers volontaires d'un panoptique numérique ? Il faut préciser que Michel Foucault n'était pas sociologue au sens strict. Il était philosophe, historien des idées et archéologue du savoir, selon ses propres termes. Mais c'est justement cela qui rend son œuvre si féconde pour la sociologie. Parce qu'en explorant les formes invisibles du pouvoir, il a offert aux sociologues et à tous ceux qui veulent comprendre la société des outils d'une puissance extraordinaire. Le panoptique n'est pas qu'un modèle de prison, c'est la métaphore d'une société disciplinaire. L'école, l'usine, l'hôpital, le bureau, tous fonctionnent comme des mini-panoptiques où la surveillance fabrique l'autodiscipline. Foucault se tenait aux marges des disciplines. Mais c'est précisément cette position qui a rendu son œuvre si précieuse pour la sociologie. Il a ouvert des chemins inédits, des outils d'analyse qui continuent d'armer tous ceux qui veulent comprendre la société. Et cette question vertigineuse sur le pouvoir qui nous entoure et que nous exerçons nous-mêmes, c'est peut-être la meilleure conclusion possible, non seulement pour cet épisode, mais pour la première saison des Aventuriers de la Pensée. Car si notre voyage avait une seule boussole, c'était celle-ci, rendre visible l'invisible. L'œil du pouvoir chez Foucault, la fabrique des problèmes publics chez Gosfield, la tyrannie des centimètres chez Herpin, les frontières symboliques chez Lamont, les règles cachées de la plage chez Kaufmann ou les hiérarchies discrètes du coin de la rue chez William Foote White. Nous avons suivi des guides qui, chacun à leur manière, nous ont appris à voir le monde autrement. Mais notre expédition ne s'arrête pas là car la deuxième saison arrive tout bientôt. D'ici là, partagez votre épisode préféré, aidez d'autres explorateurs à nous rejoindre. Et surtout, restez curieux.